Je me présente, je m'appelle Jean-François Allaire, je suis coordonnateur de l'Axe développement des communautés à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Estrichus. Puis aujourd'hui, dans le cadre de notre série de midi-conférences automnales, on reçoit Paul Morin, directeur scientifique de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux et aussi professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'Audrey Goyette, qui est auxiliaire de recherche avec Paul et étudiante à la maîtrise en travail social, qui vient de nous présenter un webinaire sur les pratiques partenariales en contexte pandémique. Donc, l'exemple de l'intervention de quartier à Sherbrooke. Donc, je cède sans plus tarder la parole à Paul. Donc, ils vont faire leur présentation, puis après ça, on pourra avoir une période de questions. Donc, Paul, c'est à toi. Oui, bien, merci Jean-François. Donc, la présentation, c'est moi-même et avec Audrey. Donc, je débute sans plus tarder là, la présentation. D'entrée de jeu, là, des remerciements. Nous tenons évidemment à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la recherche, mais aussi nous tenons aussi à saluer l'engagement des organismes au sein desquels des intervenants gestionnaires sont en proximité des populations en contexte pandémique. On estimait, Audrey et moi, que c'était le minimum qu'on pouvait faire, là, de reconnaître tout le travail là, qui est fait présentement dans un contexte là, franchement difficile. L'objectif de la recherche qu'on vous présente aujourd'hui, qui est toujours en cours, qui n'est pas terminé, qui a débuté l'été dernier, donc identifier les principaux enseignements issus de la pandémie dans les quartiers de Jardin-Fleury de Scott, donc qui sont ici à Sherbrooke, afin de contribuer à l'adaptation des pratiques d'intervention de quartier. Donc, c'est une recherche subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui va se terminer en janvier 2022. Cette présentation s'intéresse spécifiquement aux pratiques partenariales en contexte pandémique, donc ce qu'on peut peut-être appeler avec un certain jargon l'écosystème de soutien aux populations. Donc, on a singularisé un des principes clés là, de l'intervention de quartier, là, qui est d'agir de concert avec les partenaires du territoire comme point d'ancrage et de levier d'action, parce qu'il faut savoir que l'intervention de quartier, bon, c'est aussi s'insérer dans le milieu en proximité sociale et relationnelle, rejoindre des populations difficiles qui demandent parfois un peu de services, mais qui en ont franchement besoin, favoriser l'empowerment. Mais on a décidé de singulariser ce principe-là parce que agir de concert avec des partenaires du territoire, parce que c'est vraiment un point d'ancrage et un levier d'action qu'on a vu dans le cadre du contexte pandémique, et on ne peut pas comprendre l'intervention de quartier sans faire le pont, effectivement, bon, avec l'ensemble des partenaires et aussi là, des citoyens et citoyennes. Au niveau de la méthodologie, donc très, très brièvement, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est issu d'entretiens semi-dirigés. Donc, il y a eu 16 entrevues. Bon, il y a eu 18 personnes rejointes parce qu'il y avait l'entrevue où il y a eu 2 personnes. 8 personnes provenant de Jardin-Fleury, 9 personnes d'Ascot et une personne qui intervient dans les 2 quartiers. En termes de milieu de travail, 6 sont issus du réseau public de la santé et des services sociaux, 11 des organismes communautaires et une citoyenne là, qui a effectivement été interviewée, qui a été l'objet d'une entrevue. Vous voyez la prochaine. Donc, juste très brièvement, en termes de contexte, l'intervention de quartier qui existe depuis 2009, donc améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants des 2 quartiers défavorisés de Sherbrooke. En termes d'objectifs, parce que ça origine, à l'époque, c'était le C3S UGS, maintenant le CIUS de l'Estrichus, qu'une pratique d'intervention intégrée et adaptée à la réalité vécue dans les quartiers soit développée et mise en place, que des actions sur les déterminants sociaux de la santé soient déployées dans une perspective de prévention des problèmes sociaux et de promotion de la santé. Par exemple. Et en termes de renforcement justement des liens formels et informels d'entraide, en termes, on peut parler de soutien social, de soutien à l'intégration sociale et à la participation citoyenne. Et la troisième grande dimension, c'est que le travail en partenariat de l'ensemble des acteurs présents sur le territoire soit optimisé. Bien, c'est vraiment cet aspect-là qu'on a ciblé. C'est pas arrivé comme ça, là, un matin, tout le travail qu'on va vous présenter de concertation avec les partenaires et avec l'établissement via l'intervention de quartier. Donc, l'exercice de ce rôle, le jour de concert, l'exercice de ce rôle vise à reconnaître les ressources et les compétences des différents acteurs que vous voyez ici à l'écran. Et donc, depuis 2010 quand même, dans les 2 quartiers, vous avez une instance qui est le comité clinique de quartier qui s'est inspiré d'une
une approche là, de co-développement. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ils peuvent être même une quinzaine, vingtaine de personnes, d'intervenants de vraiment différents horizons qui participent à ces deux comités cliniques de quartier. C'est unique là, à Sherbrooke et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans la province. Les deux quartiers ont également de longue date des instances de concertation regroupant de multiples acteurs. On peut penser à Jardin Fleury, à table de concertation, à Scott en santé. Donc, il y a vraiment une dynamique là, partenariale extrêmement intéressante enracinée dans les deux quartiers. Et donc, pour mettre un peu plus de chair après l'os au niveau d'un comité de clinique de quartier, c'est de développer une communauté de pratique en s'apportant du soutien clinique et l'amélioration des conditions de vie des résidents est aussi un objectif important. Et donc, de fait, dans le cadre d'une pratique intégrée, l'idée de pratique intégrée, c'est justement cette idée-là individuelle, groupe, collectif et évidemment en interaction forte avec les citoyens du quartier. Donc, l'idée d'avoir effectivement une intervention structurante là, sur des territoires là, bien spécifiques. Donc, dans le cadre d'une pratique intégrée, il s'agit d'un élément clé d'un système de soutien aux citoyens. Et donc, ici, un verbatim là, provenant d'un intervenant d'un organisme communautaire qui a été l'objet d'une entrevue l'été dernier. Cette personne-là nous a dit ceci. Le comité clinique soulevait des problématiques dans le quartier pour la communauté, mais aussi au niveau individuel. Alors, j'avais l'impression que ça avançait. On discutait, puis on trouvait des solutions. C'est-tu encore à moi? Donc là, c'est à Audrey. En fait, l'IQ en contexte pandémique a été plus qu'essentiel en première ligne. Ils se sont retrouvés à avoir un changement de paradigme au niveau des interventions qu'ils faisaient. D'habitude, l'IQ travaille beaucoup plus dans un aspect préventif de créer des liens d'entraide entre les citoyens. Par contre, là, ils se sont retrouvés à gérer plus de situations de crise qu'à l'habitude. Donc, il y avait un verbatim d'une intervenante du réseau qui était particulièrement intéressant, qui disait notamment que quand tous les organismes étaient fermés ou faisaient des trucs en virtuel, on réfère là, beaucoup ici à la période là, de la première vague de la COVID, ben, ils étaient presque les seuls à offrir encore des services en présence. Il faut savoir que l'intervention de quartier n'a pas fermé là, du tout pendant les différentes vagues. Là. Donc, fait que leur proximité, le fait d'être dans les milieux et de voir ce qui se passait, c'était plus qu'essentiel parce que c'était un enjeu, en fait, que les différents partenaires nommaient. C'était la difficulté d'avoir des yeux sur le terrain, de voir ce qui se passait. Donc, voilà. Pour faire suite au contexte difficile, si on peut changer de diapo. Le contexte pandémique a fait exploser le nombre d'interventions de crise selon les propos de différents intervenants et des partenaires. Je pense qu'au niveau de la santé mentale, ça a eu un énorme impact. Ce pourquoi je pense qu'on va ramasser probablement dans les prochaines années, même chez les enfants, au niveau de l'estime de soi à l'école. C'est une intervenante du réseau qui rapportait ça. C'était assez concerté là, que la plupart des intervenants voyaient là, la suite après, là, les conséquences de ça au niveau de la santé mentale. Ici, on parle des enfants, mais on peut parler aussi là, de l'ensemble de la population. Donc, plus d'interventions en situation de crise, ça vient corroborer un peu là, le changement d'angle du type d'intervention qui a été réalisé pendant cette période-là. On peut changer de diapo. Contexte difficile, par exemple, l'un des intervenants de quartier a dû pour la première fois faire appel aux policiers pour hospitaliser quelqu'un en psychiatrie contre son gré. Donc, on parle ici d'une application de P38. C'était de la crise de gestion totale. On n'était plus vraiment en prévention. On éteint des feux. Il faut savoir que l'intervenante de quartier là, travaille dans ce quartier-là depuis plus de 10 ans et par les liens, par l'approche, par le fait qu'il y avait des filets de sécurité qui se créaient dans la communauté, elle n'avait jamais été confrontée à ce genre d'intervention-là. Donc, même pour les intervenants, c'était difficile d'être heurté à faire ce genre d'intervention-là alors que ce n'était pas dans leur pratique. On peut poursuivre aussi dans la poursuite du contexte difficile.
Il y a eu des situations de jamais vues auparavant. Ça a été bien documenté là, dans la littérature, mais ça s'est vécu aussi sur le terrain, notamment au niveau de la violence conjugale là, qui était plus présente. Donc, on a un verbatim ici où il y a eu des situations jamais vues auparavant. Plus de conflits de voisinage, c'est épouvantable. Beaucoup de situations, de grosses situations de violence conjugale où est-ce que la femme s'est sauvée par le balcon, où est-ce qu'elle a eu des fractures et tout ça. Le conjoint essayait de rentrer dans l'appartement. Donc, comme on n'arrivait pas à intervenir suffisamment en prévention parce qu'on avait des difficultés d'accès dans les milieux, vu que les gens étaient en isolement chez eux, mais ça donnait lieu à ce genre de situation-là. Des intervenants, des enfants qui lancent des couteaux par les fenêtres des blocs, on a eu ça. Un gros conflit de voisinage où est-ce qu'un voisin aurait reculé en voiture de façon volontaire sur un enfant en vélo. Donc ça, dans une vie de quartier, ça impacte les liens de solidarité là, beaucoup entre les citoyens. Donc c'est le genre de situation qui peut un peu illustrer le contexte d'intervention qui était plus difficile là, en intervention de quartier pendant la pandémie. Si on poursuit. Dans le fond, la recherche a permis de documenter certaines contraintes aux pratiques partenariales, notamment le roulement de personnel qui était déjà présent avant la pandémie, mais par exemple, on mentionnait que des fois, tu as comme l'impression que tu as créé un bon lien là, avec la personne qui est là, puis elle quitte, fait que c'est comme à recommencer. Là, tu vois, je sens qu'on tient un filon, mais là, celle qui me réfère le plus s'en va en congé de maternité au mois de septembre. Ça, c'est une intervenante dédiée là, qui rapportait ça. Il faut savoir qu'à l'intervention de quartier, il y a l'intervenant de quartier, mais il y a aussi les intervenants dédiés là, qui découlent de chacune des directions là, du CIUS de l'Estréchu. Donc, le roulement de personnel, c'était quelque chose qui impactait là, les pratiques partenariales là, en intervention de quartier. Un autre aspect intéressant qui ressortait de la recherche, c'était un aspect d'hyperconcertation, qui est la diapo d'avant. On dit qu'il y a quand même eu de l'hyperconcertation. C'est revenu là, plusieurs fois dans les entrevues. C'est comme s'il y avait encore plus de besoins que d'habitude. Puis, si on pouvait encore moins y répondre, fait que c'était encore plus d'impuissance collective, puis encore moins de capacité d'action parce que là, on se concerte, on voit tous les problèmes, mais on ne peut pas rien faire parce qu'on ne peut pas se rassembler. Il faut savoir que c'est dans la culture de l'intervention de quartier, de par le comité clinique notamment qui est en place, que c'est parce qu'on se rassemble ensemble, parce qu'on peut faire des activités de groupe, qu'on peut rejoindre des gens, qu'on arrive à développer un sentiment de pouvoir d'agir. Donc, il y avait beaucoup de rencontres de comités. Il y a eu plusieurs comités qui ont été mis en place. Notamment un comité d'urgence, là, on en reparlera un peu plus loin. Donc, on arrivait bien à faire ressortir les besoins de la population, mais il y avait un sentiment d'impuissance par rapport à ce qu'on pouvait faire. Hyperconcertation, on parle aussi de recevoir l'information de plusieurs personnes différentes. Donc, il y avait vraiment le terme de pollution de courriel là, ressortait beaucoup. Si on poursuit par rapport aux contraintes, la santé publique sollicitait énormément là, l'intervention de quartier pour rejoindre notamment les clientèles là, immigrantes, allophones. C'était un peu insultant parce que ça fait plein d'années que c'est dit, il y a plein de monde qui travaille là-dedans, qui le nomme à répétition, puis là, c'est comme si c'était du top-down encore plus. L'aspect top-down a eu un impact là, sur les pratiques partenariales. Genre, ben là, il faut rejoindre la population immigrante dans une semaine. Les intervenants avaient l'impression d'avoir un court délai là, pour pouvoir rejoindre rapidement une grande partie des quartiers. On veut faire une campagne de vaccination, c'est maintenant. Je suis pas contre. C'est les OC qui recevaient ça. Tout le monde était comme victime d'un top-down clair là. Donc, ça faisait partie de ce que rapportaient les intervenants de quartier. C'est comme si l'intervention de quartier a joué un rôle de liant entre la santé publique qui avait des difficultés à rejoindre certaines parties de la population et l'intervention de quartier qui était là, qui, par leur insertion dans les quartiers, avaient déjà des liens là, avec les leaders des différentes communautés. Si on poursuit dans les autres types de contraintes,
Rapidement, les organismes communautaires ont repris leur activité de groupe. Je pourrais nommer par exemple le RAM qui, dans le fond, le vendredi 13 mars, tout le monde fermait. Eux autres, le lundi 15 mars, recommençaient des activités, mais en groupe via les réseaux sociaux. Donc, parce que tu avais les organismes communautaires qui reprenaient leur activité de groupe, souvent via les médias sociaux, puis l'IQ n'a jamais pu, en fait, faire ce genre de groupe-là, n'a pas pu utiliser ces modalités-là. C'est difficile pour ça parce que l'IQ est vraiment haute pour ça, mobiliser du monde, participer à des activités. Mais là, quand tu n'as pas de groupe, c'est dur de sortir les gens de leur isolement quand ils ne peuvent pas venir à nos activités. C'est une intervenante dédiée là, qui rapportait ça. Je pense qu'ils n'auraient pas dû délester les intervenants dédiés. Je pense qu'ils auraient fait encore plus si on avait été une équipe. Je pense que tous les gens de l'équipe avaient des rôles importants. C'est peut-être la seule chose que je trouve dommage quand on est en proximité, alors qu'on est connu, alors qu'on rejoint beaucoup de monde. Ça, c'est une intervenante de quartier qui disait ça. Ça a été rapporté aussi par les organismes communautaires. Ça a été une critique là, qui avait été faite que les intervenants dédiés ont été délestés là, rapidement. Je pense aux intervenants de personnes âgées, notamment, qui ont été délestés là, dès le début, qui ne sont pas revenus encore là, à plein temps dans leur rôle d'intervention de quartier. Donc ça a eu un impact aussi là, au niveau des pratiques partenariales. Par contre, on a pu voir des belles innovations par rapport au partenariat en contexte de COVID. Donc, en contexte pandémique, cette pratique de co-développement qui est enracinée là, depuis plus de 10 ans, ainsi que les partenariats déjà formalisés entre le CIUS de l'Estrichu et les organismes communautaires ont grandement facilité le partage d'informations et ont permis d'avoir l'heure juste dans l'abondance d'informations parfois contradictoires. Donc, le fait que ça faisait déjà partie de la culture des deux quartiers de travailler de concert avec les autres, d'être sensible à la réalité des autres organismes a été facilitateur dans le contexte. Les enjeux de communication sont plus grands en contexte de pandémie parce que les informations changent tout le temps. Ça, c'est une intervenante d'un organisme communautaire qui disait ça. Puis il y avait comme un besoin de rassembler, de singulariser, de vulgariser l'abondance d'informations qui descendaient. Puis rapidement, il y a eu des gens qui se sont mobilisés en ce sens-là. Donc, on peut poursuivre. La force du partenariat de longue date a permis de créer des nouveaux lieux d'échange aussi. Donc, il y a les anciens lieux d'échange qui existaient déjà, qui ont été utilisés, mais il y a aussi des nouveaux lieux d'échange. On a vraiment pu déployer 4-5, un comité d'urgence avec tous les partenaires, les institutions. Puis là, on s'est dispatché la charge. Puis là, on se disait, ben parfait, moi, je suis responsable de Stéphane de la Maison des Jeunes. Donc, quand il y a une information, ben, dans le petit comité, on retournait l'information. C'était super utile. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit comité. Donc, ça, c'est une gestionnaire d'un organisme communautaire qui rapportait ça. Il y a eu aussi des rencontres de partenaires là, mensuellement dans les deux quartiers qui se réalisaient, là, en plus des rencontres de comités de développement clinique. Là. Donc, voilà. C'est intéressant ici de faire le lien avec les micro-territoires de Trieste qui est en Italie. L'Italie, dans le fond, est un pays là, où il y a une courbe démographique semblable à celle du Québec. Donc, la population, l'âge de la population, la démographie est vraiment similaire. Ça a été d'ailleurs l'inspiration là, pour implanter l'intervention de quartier à Sherbrooke. Là-bas, il existe une forme de micro-territoire avec des interventions de quartier, là, un peu comme on a ici. C'est des territoires là, qui ont entre 500 et 2500 habitants. Donc, on a vu en fait qu'eux, pendant la COVID, ce qui ressortait, c'était pour nous, il a été plus simple de faire face à l'incertitude. Nous sommes habitués à ne pas suivre des processus standardisés, à réfléchir de moment à moment quant à ce qui doit être fait et à travailler avec la réalité de tous les jours. Donc, il y avait un lien ici intéressant à faire avec l'intervention de quartier en contexte de COVID qui se sont retrouvés aussi à gérer l'incertitude puis à vivre au moment. Les intervenants ont, en fait, rapidement, l'ensemble des partenaires, des intervenants, des partenaires ont mis les agendas, les calendriers de côté pour avoir une vision un peu plus à court terme, puis pour cette semaine, pour ici, pour comment on fait pour répondre aux besoins de base dans le ici maintenant. Donc, ça a été intéressant là, de voir qu'en Italie aussi, là, dans ce type d'intervention-là, il se faisait un peu la même chose. Donc, si on poursuit,
agir de concert avec les partenaires, le fait de voir les choses plus collectivement, je pense que c'est resté. Les partenaires aussi, parce qu'eux aussi avaient beaucoup de temps. Beaucoup étaient fermés, fait qu'ils ont participé aux réunions. J'ai pu donner des exemples de notre travail, ils ont pu mieux comprendre ce qu'on faisait. On était les seuls vraiment plus terrain, fait qu'on était vraiment les yeux, je te dirais, des enjeux du quartier, de ce qui se passait. Donc ça, c'est un intervenant de quartier qui rapportait ça. Ils ont été fermés, oui, la première vague. Par la suite, ils ont réouvert le plus en mode virtuel. Pour poursuivre, l'intervention de quartier a exercé un leadership rassembleur, principalement dans un des deux quartiers là, lors d'une éclosion de COVID. En fait, il faut savoir que les deux quartiers où il y a l'intervention de quartier, c'est les deux quartiers où il y a le plus de cas d'agrégats de COVID. On peut faire un lien avec les déterminants sociaux ici de la santé. Les travailleurs sociaux ont pu alors faire jouer ces différents relais, notamment auprès des citoyens issus de cette communauté, afin d'enrayer la propagation du virus. Concrètement, en fait, c'est que comme il y avait beaucoup d'agrégats, il y avait des campagnes de dépistage massifs à faire. Puis, il fallait rejoindre souvent des gens immigrants, allophones, des fois qui n'avaient pas accès. Il y avait toute la fracture numérique aussi qui a été constatée. Donc, les gens n'avaient pas nécessairement accès à l'information. Donc, l'intervenante de quartier a pu, par les liens qu'elle avait déjà avec les leaders des différentes communautés culturelles, aller chercher les gens qui n'étaient pas rejoignables finalement autrement. Elle dit, j'ai développé de belles relations avec ces leaders-là. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que cette communauté-là, qui n'avait aucune idée qu'il y avait du dépistage puis tout ça, mais ils se sont toutes pointés, en fait, aux campagnes de dépistage massif. Il faut aussi garder en tête que la clientèle immigrante qui vit dans des conditions des fois différentes aux nôtres, là, par exemple, le fait d'être plusieurs, des familles plus nombreuses dans des petits logements, le fait que les rôles hommes-femmes, c'est beaucoup la femme qui était responsable d'aller à l'épicerie pour nourrir les enfants. Donc, par exemple, il y avait tout un enjeu de si je suis en attente de résultats de dépistage puis que je ne peux pas aller à l'épicerie, je ne peux pas nourrir mes enfants, ça les freinait beaucoup. Il y avait une certaine réticence là, à aller se faire dépister. Donc, c'était vraiment en passant par les leaders de ces communautés-là qu'on a réussi à faire en sorte que les gens ont pu se présenter puis les cas ont pu être gérés. Voilà, ça a été la même chose pour les campagnes de vaccination aussi d'ailleurs. Il y a eu les campagnes de dépistage. Les mêmes processus ont été utilisés là, pour les campagnes de vaccination. L'utilisation des réseaux sociaux par les organismes communautaires alors que c'est impossible pour l'intervention de quartier constitue aussi un bel exemple de complémentarité entre le milieu communautaire et le réseau public. Il importe donc de soutenir le travail très significatif là, des organismes communautaires. Oui, je vais en parler un peu plus loin, fait qu'on peut poursuivre. Un autre exemple aussi intéressant de pratique partenariale qui s'est développée, voire même qui s'est améliorée pendant la pandémie, c'est que, bon, dans les deux quartiers, on peut voir là, des notions de désert alimentaire dans le sens où une difficulté d'avoir accès à une alimentation à faible coût de proximité. Donc, il n'y a pas d'épicerie abordable dans Jardin Fleury. Fait que j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça en début de mandat. On parle ici de l'intervenante en sécurité alimentaire. Puis encore aujourd'hui, il y a actuellement une trentaine de citoyens dans le groupe d'achat. On partait de genre 8. Donc, malgré le fait que les gens sont en isolement chez eux, qu'il y a toutes les mesures sanitaires en place, on a réussi à augmenter le groupe d'achat pour avoir accès à des aliments à faible coût. C'est sûr que ce n'est pas du monde qui sont là constamment, mais là, on a un enjeu d'espace, tellement il y a de gens qui sont présents à ce groupe-là. Je pense que le groupe d'achat, ça a été un bon coup, puis de réussir à faire des liens avec les partenaires puis les distributeurs, ça permet vraiment d'aller chercher du lait pas cher, tout ça. Ça répond à un besoin de base, puis les gens sont vraiment contents. Donc, c'était une citation là, de l'intervenante de quartier. On a développé des partenariats encore plus précis, autant entre les organismes communautaires que ceux du réseau et des organismes. Par exemple, avec Autisme Estrie qui a accepté de faire un groupe en virtuel. Donc, ici, c'est le RAM avec Autisme Estrie qui ont travaillé ensemble. C'est vraiment un bel exemple qui n'existait pas avant en termes de collaboration. On a fait ensemble un groupe une fois par mois, puis on crée un petit groupe Messenger où les parents se parlent au quotidien. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise
utilise les réseaux sociaux pour favoriser les liens d'entraide entre les membres, entre les rencontres. Donc, ici, on vient stimuler la capacité d'autodétermination aussi des membres entre les différentes rencontres. On vient favoriser le sentiment d'appartenance aussi au groupe qui est entretenu par les médias sociaux. C'est quelque chose qu'on avait moins tendance à faire là, avant la pandémie. Donc, voilà. Nouveau partenariat, on a fait beaucoup de choses au niveau du dépannage alimentaire. Il y avait des gens en confinement qui avaient besoin de dépannage alimentaire, donc on ne pouvait pas se déplacer pour aller les chercher. Il faut se rappeler, là, dans le contexte première vague, beaucoup de bénévoles là, sont âgés de 70 ans et plus. Donc, si on pense à Moisson-Estrie, à Roquebertin, beaucoup de bénévoles qui faisaient la livraison des dépannages là, étaient finalement en isolement chez eux. Donc, on a mis en place toute une structure avec l'intervention de quartier qui est impliquée là-dedans pour référer tous les gens qui auraient besoin de dépannage alimentaire et dont Moisson-Estrie ne pouvait pas livrer parce que ce n'était pas les bonnes dates ou parce que leur capacité était pleine, parce que leurs bénévoles étaient majoritairement des personnes âgées qui étaient isolées. Donc, il y a eu tout un partenariat où les intervenants de quartier ont fait eux-mêmes de la livraison de repas de dépannage, permettaient en même temps de faire du reaching out, d'aller voir les gens, comment ça se passait, de voir s'il y avait d'autres besoins en même temps. Donc, ça a été un beau projet là, qui roulait encore jusqu'à cet automne. Donc, voilà. Et un dernier exemple, peut-être de nouveau partenariat qui a été développé, c'est la brigade bienveillante. Il y a quand même eu le porte-à-porte aussi qui a eu lieu pour aller parler des services de quartier, inviter aux activités. Il y a vraiment eu beaucoup d'allées dans les blocs. Il y a eu aussi la brigade bienveillante, aller cogner aux portes, voir comment les gens allaient. Ça, c'était une belle solution. Ça a permis de repérer en fait, quand on regarde les pratiques partenariales, il y a eu beaucoup d'initiatives là, qui ont rejoint les familles, les enfants, des cours en ligne de cuisine, des ateliers de bricolage, la distribution de matériel. Ce qu'on a pu dégager dans la recherche, c'est qu'il y a eu peu de partenariats qui ont permis d'aller repérer les personnes âgées, de prévenir le déconditionnement autant physique que cognitif. Par contre, la brigade bienveillante a permis de repérer plusieurs personnes âgées seules avec des comorbidités qui étaient des fois isolées là, complètement depuis 6 mois, qui n'étaient pas sorties de la maison, qui n'avaient pas vu de gens. Donc, voilà, ça a permis là, d'attacher puis de lier là, vers les ressources là, de la communauté. Donc, voilà. Donc, cette présentation, selon nous, a permis de mettre en valeur plusieurs aspects là, qui, pour nous, sont fondamentaux. Donc, le premier, c'est le bien fondé d'avoir déjà une concertation solide enracinée localement. Donc, on insiste, Audrey et moi, sur d'avoir déjà, là, parce que bon, s'il n'y avait pas eu tout le patrimoine d'expérience en termes de co-développement, de table de quartier et tout, depuis une décennie, jamais la communauté aurait été à même de faire face là, à ce qui a été vécu. Donc, il y a vraiment là, des pratiques locales là, enracinées depuis fort longtemps là, et donc, ça montre là, qu'aller en ce sens-là, quand on arrive à un contexte de crise comme on l'a connu, c'est en bon québécois, c'est de l'or en mort. La forte pertinence d'avoir des stratégies concertées mettant en contribution plusieurs secteurs d'activité. Donc, ça va un peu aussi dans le même sens, d'avoir effectivement là, des stratégies concertées qui font en sorte qu'effectivement, on travaille ensemble, on va dans le même sens. Audrey a fait allusion, le rôle de lien de l'intervention de quartier entre la santé publique et les organismes communautaires. Donc, on a une direction de santé publique qui travaille, mais évidemment, qui couvre l'ensemble du territoire. Mais bon, dans un contexte pandémique, évidemment, d'avoir des relais, des liens, comme nous, on a appelé l'intervention de quartier, c'est effectivement inestimable et tout à fait là, pertinent pour contribuer au bien commun. Et donc, si on continue toujours par la mise en valeur, la pertinence de miser sur l'arrimage et l'adaptation dynamique des pratiques entre le réseau public et les organismes communautaires. Et donc,
on se comprend, c'est pas toujours facile, là, cet arrimage-là, particulièrement depuis que, avec la réforme Barrette depuis 2015, c'est une énorme structure là, qui a mis à mal, selon moi, l'arrimage et justement l'adaptation dynamique des pratiques. Et donc, dans ce sens-là, c'est d'autant plus crucial et d'autant plus pertinent lorsqu'on a justement une intervention qui relève là, du sud de l'Estrichus et qui est effectivement en proximité spatiale et relationnelle dans un quartier donné qui permet effectivement d'avoir des liens forts avec les organismes communautaires. Et donc, cet arrimage-là et cette adaptation dynamique-là, ce ne se fait pas du jour au lendemain en criant ciseaux, c'est du quotidien. C'est année après année qu'on consolide, il y a des difficultés, on en tire des leçons et on avance. C'est ça, cette idée-là d'adaptation dynamique. Encore une fois, toujours l'enjeu du contexte local. Jardin Fleuri, c'est pas Ascot, c'est pas le quartier, c'est pas le centre-sud, c'est pas Reine-Marie. Donc, il y a des oui, il y a la ville de Sherbrooke, mais il y a des quartiers avec leurs couleurs particulières. Et donc, en ce sens-là, oui, il y a des convergences, mais aussi il y a des couleurs locales. Et donc, c'est important, effectivement, d'avoir en tête là, de les connaître. Donc, c'est un des aspects clés de l'intervention de quartier avec le milieu communautaire, c'est justement la connaissance de la population, la connaissance, par exemple, des leaders, des citoyens et tout. Donc, il y a vraiment une dépendance dans le sens là, positif du terme, là, de connaissance par rapport au contexte local. Mentionner aussi que, bon, là, ici, il y a eu des divergences. Bon, certaines, par rapport aux personnes qu'on a interviewées, bon, certaines disaient que ça a été plus une prise en charge là, des citoyens, mais malgré tout, on a pu constater là, qu'il y a eu une participation citoyenne, là, et notamment via, par exemple, là, la soupière là, à Jardin Fleuri, où les citoyens ont continué en mode take-out à faire en sorte que les citoyens et citoyennes de Jardin Fleuri puissent avoir accès bon, à de la nourriture là, à très peu de frais, même gratuitement. Un jour de concert a aussi permis de mettre en valeur, c'est le dernier avant la conclusion, l'à-propos, je viens de le mentionner, l'à-propos d'être en proximité spatiale et relationnelle des habitants d'un territoire, d'autant plus critique en contexte de crise sanitaire. Et donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu là, et un défi à fortiori dans un établissement aussi aussi gigantesque que celui de l'Estrichus, comment arriver à faire en sorte d'avoir des services là, en proximité le plus possible spatial et relationnel des habitants d'un territoire. Un autre aspect, c'est le rôle de l'espace habité comme l'un des fondements d'une pratique intégrée d'intervention de quartier. Donc, effectivement, quand on parle de l'espace habité, on est en milieu urbain, bon, avec quand même une concentration importante là, de personnes qui vivent dans certains endroits là, du territoire, que ce soit Scott ou Jardin Fleuri. Donc, l'espace habité, c'est, oui, effectivement, on réfère au chez-soi, mais chez-soi aussi collectif. Donc, deux grandes dimensions dans notre vie. C'est pas compliqué, c'est l'espace et le temps. Et donc, intervention de quartier, on le voit, le fait qu'elle est enracinée dans les quartiers, dans des espaces habités, bien, il y a une dimension temporelle et il y a une dimension, évidemment, spatiale. Aussi la mise en valeur du patrimoine d'expérience et de savoir d'intervenants et de gestionnaires enracinés dans le milieu. Ici, important d'avoir en tête qu'on parle autant du réseau public que du réseau communautaire, peut-être plus en termes d'enracinement dans le milieu. On réfère au niveau des gestionnaires, c'est plus de l'ordre évidemment du communautaire parce que les gestionnaires de l'établissement, c'est moins en proximité, on se comprend, là, compte tenu de leur mandat. Mais moi, c'est un terme là, que j'aime beaucoup utiliser, qui est le terme, la notion de patrimoine. On réfère plus habituellement à l'archéologie, bon, pour parler d'un patrimoine, là. Mais le fait que justement des personnes qui travaillent en milieu communautaire ou dans le réseau public au sein des interventions de quartier sont là depuis fort longtemps, fait en sorte qu'ils ont accumulé justement tout un patrimoine d'expérience et de savoir qu'ils peuvent réinjecter et faire en sorte là, que la situation puisse s'améliorer. Et donc aussi, finalement, mettre en valeur la capacité, là, on tient à souligner, Audrey et moi, la capacité des organismes communautaires et d'intervention de quartier de sortir de leur cadre habituel de travail. Donc, en conclusion,
En l'absence d'un réseau, bon, conclusion provisoire, la recherche n'est pas terminée, mais bon, on peut quand même, je pense, là, dire de façon assez affirmée qu'en l'absence d'un réseau de services de proximité, la situation des habitants des quartiers en situation de défavorisation sociale et matérielle peut difficilement s'améliorer. Donc, une conclusion générale, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête, là, que selon nous, et bon, il y a quand même toute une littérature qui va en ce sens-là, que justement, lorsqu'on réfère à une population qui est en situation de défavorisation sociale et matérielle dans des quartiers spécifiques, on ne peut pas avoir un réseau de services publics là, qui est à distance. Là. Il faut qu'il soit en proximité, spatiale et relationnelle, qui travaille étroitement avec la population, qui travaille avec les organismes communautaires, que ce soit en économie sociale et autres. Bon, malheureusement, il y a une grande difficulté à la mise en œuvre, c'est qu'effectivement, il y a une absence de territorialisation des services dans ce quartier qui est une contrainte majeure. Bon, il y a le programme CIP en périnatalité qui a une forme effectivement de territorialisation, mais sinon, prenons santé mentale ou autre, là, il n'y a pas vraiment de territorialisation des services. Or, on a quand même, nous, démontré au niveau de la recherche là, parce qu'on a déjà croisé les codes postaux 6 chiffres il y a plusieurs années, enfin, ça fait déjà 7-8 ans de ça, les codes postaux 6 chiffres avec la consommation de services, les données statistiques ICLSC, et bon, grosso modo, à 4 des codes postaux 6 chiffres de Sherbrooke correspondaient à 40 là, de la consommation de services en ICLSC. Donc, vraiment, ces territoires-là étaient effectivement des territoires en défavorisation matérielle et sociale. Et donc, selon nous, ça plaide justement pour une territorialisation des services. Mais bon, j'y reviendrai. Il importe, et bon, ça c'est une compte que c'est vraiment aussi très affirmé, il importe de reconnaître et de valoriser le rôle des organismes communautaires. Ceux-ci seront aussi en mesure de jouer un rôle de leader dans leur quartier, parce qu'effectivement, c'est sans faire un tableau d'épinal de tous les organismes communautaires qui ont effectivement aussi leurs propres défis, il n'en reste pas moins qu'ils jouent un rôle essentiel dans les quartiers. Il est important de les reconnaître et de le valoriser. Et donc, selon nous, en final, tout nouveau projet du sud de l'Estréchus, je m'excuse, ici, il manque un U, de l'Estréchus dans ces deux quartiers, doit tenir compte des acquis d'intervention de quartier, notamment en regard des pratiques partenariales. Donc, ce que ça réfère, entre autres, bon, il y a plusieurs projets qui proviennent du ministère, là, que ce soit, bon, par exemple, à Ouverte et tout ça. Et bon, à Ouverte, pardon, ou les éclaireurs, pour nous, ils ne peuvent pas ne pas tenir compte qu'effectivement, là, il y a une intervention de quartier qui travaille avec les organismes communautaires là, depuis fort longtemps. Et qui a développé justement avec des pratiques partenariales là, fort adéquates, et on a vu ce que ça donnait, enfin, par rapport bon, à cette présentation-là et à cette recherche-là que l'on fait. Donc, c'est